sans caricature. Mathieu. Non, moi, il y a un indicateur quand même qui est en augmentation depuis les années 90 et ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Christophe. C'est la statistique de coups et blessures volontaires. La statistique de coups et blessures volontaires, donc ce sont les agressions physiques qui sont faites sur les personnes. Depuis le milieu des années 90, cette statistique-là a augmenté de quasiment 400%. Donc les agressions aux personnes, c'est ce qu'il y a de plus haut, on va dire, dans l'échelle des violences dites quotidiennes. On se dit normalement, quand on a une augmentation aussi importante de l'insécurité, les peines, notamment les peines de prison, puisque c'est de ça dont il s'agit lorsqu'il y a une agression physique en règle générale, les peines de prison auraient dû suivre cette tendance statistique. Or, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis plus de 30 ans? Les peines de prison ont augmenté de 30%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une augmentation de la violence dans la société, contrairement à ce que vous venez de dire, en tout cas sur les violences faites aux personnes, et pour autant, les peines de prison ont suivi 10 fois moins vite l'augmentation de la violence. Que s'est-il donc passé? On a installé de fait une culture d'impunité. Or, le problématique, c'est que la culture d'impunité crée de la récidive, et c'est pour cela aujourd'hui que vous avez des jeunes qui s'adonnent des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui s'adonnent à de la violence sur les personnes, mais également aussi, moi, ce que je veux entendre de ce que dit Christophe, c'est toutes les incivilités. Ouais. Tout ce qui vous pourrit la vie au quotidien, ça fait partie aussi de la délinquance, de l'insécurité. C'est des gens qui mettent les pieds sur les sièges dans les transports en commun. C'est des gens qui crachent dans la rue. C'est des gens qui stationnent et qui mettent la musique forte, etc. Tout ça, justement, question d'ailleurs, ça crée un climat d'insécurité également aussi. En tout cas, et un climat hostile. Des propos qui sont stupides d'un responsable politique, parce que, et c'est toujours la même chose avec les élus LFI, ils se disent anti-système, mais en fait ils se cachent derrière le système lorsqu'ils ont des problèmes, et ils sont bien contents d'avoir des policiers pour sécuriser leurs déplacements, de la même façon qu'ils se cachent derrière leur immunité parlementaire pour parfois proposer des discours qui sont à la limite de la légalité. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, je trouve, c'est que c'est complètement minoritaire. Il suffit de regarder les enquêtes, le baromètre Cevipof pour Sciences Po. C'est un baromètre qui est semestriel et qui donne en gros qui dit la position la police tue, qui dit en fait les Français ont confiance en la police. Environ 80% dans le baromètre, c'est assez stable, des Français ont confiance en la police. Ce qui veut dire qu'un Français sur 5, si je fais la soustraction, n'a pas confiance en la police. Oui, exactement. Mais après, 6 Français sur 10 n'ont pas confiance en la justice. Donc c'est aussi ça le quand sujet. On se regarde, on se désole, quand on se compare. Exactement. Ensuite, après, et la troisième observation, c'est que c'est même dangereux pour les policiers, parce que ça participe à alimenter une culture de haine anti-flic. Et il faut regarder notamment les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les refus d'obtempérer, qui est véritablement un bras d'honneur qu'on fait aux forces de l'ordre. 27 000 refus d'obtempérer par an, c'est en augmentation de plus 50% depuis 10 ans. Et surtout, sur 20% des cas de refus d'obtempérer, la vie du policier est en jeu. Or, comme il y a un climat anti-flic, comme il y a une non-protection des policiers lorsqu'ils interviennent, dans 1% des refus d'obtempérer, le policier utilise son arme. 1% versus 20%. Ce genre de discours aujourd'hui alimente une véritable haine anti-flic qui, je trouve, est délétère pour le pays. Mais au-delà de ça, j'aimerais faire préciser, avant de donner la parole à nos autres vraies voix, à Christophe, en tout cas lui demander son sentiment. Sur une émission de radio, attendez, une personne. Je sais de quoi je parle, pas vous. Vous n'êtes pas dans les enquêtes, vous ne pouvez pas vous permettre de dire de telles choses. Vous serez surpris. Oui, écoutez, moi je sais très bien que vous êtes ni juge d'instruction, ni... Non, personne ne l'est. A priori, il n'y a pas de magistrat autour de la table. Mathieu, moi j'aimerais qu'on entende ce que dit Christophe et qui a raison, et c'est de repartir du terrain. Il y a quelque chose que les forces de l'ordre ont la sensation depuis sur le terrain, et c'est vrai, notamment vous avez cité depuis François Hollande, depuis 2015, les forces de sécurité, police, gendarmes, etc., sont les pompiers de tous les problèmes de la société. Il y a une augmentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, du nombre de violences faites aux personnes dans notre société. Ce sont les policiers qui y vont. Il y a une augmentation des refus d'obtempérer, ce sont les policiers qui sont en première ligne. Il y a le terrorisme, ce sont les policiers qui sont en première ligne. Et les gendarmes, je précise. Et les gendarmes, etc., évidemment. Il y a les Jeux Olympiques, la Ligue des Champions, etc., à s'accuser. Les forces de l'ordre sont en présence. Tout le monde est d'accord là-dessus. En fait, énormément de choses. On fait peser de plus en plus de charges sur les policiers. On les paye pas forcément très bien. Attendez, dans ce cas-là, on va élargir. On fait peser de plus en plus de charges. On donne de plus en plus de travail, en d'autres termes, aux forces de l'ordre. C'est ce que vous dites. Vous avez le sentiment que c'est les missions qui augmentent, mon cher Christophe, ou au contraire, que c'est juste qu'on vous respecte, on respecte la loi de moins en moins et que par conséquent, vous êtes partout?
Il y a tout ça, c'est-à-dire que de toute manière, comme on parlait au tout début de la délinquance quotidienne et la délinquance de rue, voire la criminalité, qui est en augmentation, parce que vous avez parlé chiffres, mais nous les chiffres, on les a par le nombre de procédures et d'interventions. Donc oui, il faut être de plus en plus sur le terrain, on risque de plus en plus notre vie, et la réponse pénale, encore une fois, n'est pas à la hauteur. D'où le sentiment d'impunité par tous les délinquants et les criminels. On n'en a pas parlé d'ailleurs de la réponse pénale, à part Christophe, j'aimerais qu'on... Et c'est un très bon sujet parce que, et c'est ça aussi le sujet, c'est la question du narcotrafic et plus globalement de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. En France, il y a 250 000 personnes qui vivent du trafic de drogue aujourd'hui selon l'OFDT. En France, en miroir, il y a à peu près 200 à 250 000 forces de l'ordre, policiers et gendarmerie compris. Donc pour faire autant de missions avec autant de délinquants, où je reprends l'exemple de Philippe de racailles dans notre pays, ce n'est absolument pas possible, c'est intenable comme situation. Et c'est ça le message que donnent les forces de l'ordre. Le message est le suivant, il y a de plus en plus de gens qui ne respectent pas la loi. On doit faire de plus en plus de choses. On parlait aussi à notre sujet, les policiers doivent maintenant sécuriser des écoles. Ce n'était pas le cas avant. Et donc tous ces sujets-là, il faut des forces de frappe, notamment il faut les équiper et après les former, etc. Il faut les soutenir, respecter et je suis désolé, ils sont entre le marteau et le conduit. Moi, Mathieu Hoc, c'est un sujet politique explosif en France, et en plus les Russes le savent. Ah ben bien sûr. Sur le point politique, de toute façon, il y a un premier point, c'est que le président de la République s'est engagé en faveur de l'Ukraine et est allé toujours un peu plus loin dans le soutien à l'Ukraine. Et moi, je trouve qu'il a raison de le faire. Seulement, en fait, ensuite, après, il y a un débat sur comment on aide l'Ukraine. La difficulté, c'est qu'on a des gens, notamment, je sans vouloir, je regarde Samuel, mais sans présager la position du Parti socialiste, mais des gens qui nous expliquent qu'il faut aider l'Ukraine coûte que coûte, comme Monsieur Glucksmann, mais qui ne sont hostiles à toute idée de réarmement militaire, etc. On va pas aider l'Ukraine avec des bouts de cailloux. Ensuite, après, sur la question de comment arriver à la paix, nous, on est en train de travailler dessus, mes collègues travaillent dessus. La question qui est clé aujourd'hui, c'est quelle garantie... Enfin, en fait, c'est que Vladimir Poutine est en train de gagner sa guerre, d'une certaine façon. Il a un rapport de force militaire. Il a 70% des territoires qu'il veut récupérer sur les 4 oblasts. Qu'il veut récupérer maintenant, parce qu'on rappelle que l'objectif à l'origine, c'était de prendre Kiev en 3 jours. Oui, bien sûr. Il a perdu son offensive de mars 22. Mais bon, là aujourd'hui, il est en train il a le rapport de force est à son avantage d'un point de vue militaire. Ensuite, après lui, ce qu'il demande, c'est la démilitarisation de l'Ukraine, mais également le fait qu'il n'y ait pas de force européenne ou américaine en Ukraine. C'est pas possible d'avoir les deux possibles. Ce qu'il demande, c'est d'avoir à sa frontière un pays plus facile à envahir la prochaine fois. Oui, voilà. Ce qui est inadmissible pour les Ukrainiens. Bon, la réalité, c'est que les Ukrainiens, les Européens et même les Américains n'ont pas tant de cartes que ça sur Vladimir Poutine. Mais cette solution-là est une véritable ligne rouge. La clé va résider dans qu'est-ce qu'aujourd'hui Vladimir Poutine est capable d'autoriser comme garantie de sécurité pour l'Ukraine de Zelensky, donc sur ce qu'il reste des 4 oblasts. Et qu'est-ce que l'Europe est capable d'imposer. L'Europe, exactement, est capable d'imposer. Et je pense que la solution se trouvera soit dans des troupes stationnées en Ukraine, soit à la frontière de l'Ukraine, en Pologne ou en Roumanie. J'aimerais qu'on remercie notre invité, le colonel. Les partis qui sont au pouvoir. Si c'est juste pour de la stabilité, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Il faut à un moment donné aussi prendre des décisions. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que les oppositions aujourd'hui ne sont pas prêtes à censurer François Bayrou. Et ensuite, après, la stratégie pour François Bayrou, c'est d'expliquer aux Français d'abord, puis ensuite après à l'opinion publique, qu'il vaut mieux un budget que même mauvais, ceci étant dit, que pas de budget du tout, parce que considérant le coût de la censure qui avait été occasionné par la censure de Michel Barnier l'hiver dernier. Philippe Bouriaki. Ce qui est le plus fou, c'est